Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, on vous présente en rafale notre chronique culturelle, une entrevue avec Madame Annie Bellecour de la FADOC Centre du Québec, et on vous parle d'un moment lugubre de l'histoire des Bois-Francs. Eh oui, déconfinement oblige, j'ai décidé cette semaine d'être un citoyen modèle et de montrer l'exemple en portant le masque. Le masque que je porte a été confectionné par Marie-Claude Garneau. C'est la propriétaire de M, l'atelier de couture à Saint-Ferdinand. Marc-Claude Garneau confectionne aussi des cols M ainsi que des sacs à main. Elle s'est d'ailleurs mérité le prix Métier d'art au dernier Gala 2019 pour sa collection de sacs à main Caroline. Bon, j'ai enlevé le masque parce que je commençais à avoir chaud, puis j'avais de la buée des lunettes. Pour vous dire que vous pouvez trouver les masques de Marc-Claude Garneau sur sa page Etsy, que vous trouverez au bas de l'écran. Et vous pouvez aussi voir toute la collection des vêtements de Marc-Claude Garneau sur son site web à l'adresse qui apparaît également au bas de l'écran. Restons dans la MRC de l'érable, cette fois-ci avec l'auteur, compositeur, interprète William Sévigny. William Sévigny est présentement en résidence pour travailler sur un projet de spectacle concept intitulé Mouche à feu. Spectacle qui va tourner autour du thème de la pêche. Et moi, je dois vous confesser que mes collègues de travail, toutes de la genre féminine, sont en pamoison devant William. Le trouve donc ben beau, donc ben fin. C'est pas mêlant si il ferait que chanter La Vache à Mayotte en boucle. Elle trouvait ça quand même bon. Donc voilà. Tout ça pour dire plus sérieusement que William Sévigny va prendre le contrôle de notre compte Instagram à compter du 25 mai et ce jusqu'au 5 juin. Donc, à travers sa résidence, il va pouvoir publier tout les coulisses finalement de son travail. Donc, c'est à surveiller sur le compte Instagram de Culture Centre du Québec, dont l'adresse apparaît aussi au bas de l'écran. Donc, voilà. Bonne semaine. Alors, en ces temps de pandémie, les aînés ont défrayé la manchette beaucoup. On a parlé d'eux surtout comme une population à risque, mais ces gens-là, je veux dire, ils sont pas tous affectés, ils ont droit à des activités quand même, ils sont actifs. Et vous, à la FADOC, vous proposez quand même certaines activités. Ben, je vous dirais que, bien entendu, on n'a pas eu le choix de s'en aller vers des activités virtuelles parce que c'est tout récent là, que nos aînés, peu importe qu'ils soient en résidence ou dans leur domicile privé, là, qu'ils ont accès à l'extérieur. En fait, avant ça, ils étaient tous en confinement. Donc, on a développé, entre autres, des capsules de médiation qui sont diffusées par l'intermédiaire de notre page Facebook et ensuite placées sur notre site Internet ou sur notre page YouTube, en fait, pour que les gens puissent y avoir accès quand bon leur semble. On a aussi développé des capsules au niveau des recettes, en fait. Mm-hmm. Donc, avec Michel Caméré, là, qui est de la région, il nous fournit à chaque semaine une recette là, qui est mise aussi là, sur la page Facebook pour aider les gens. Et là, dans cette merveilleuse semaine chaude, il nous a mis, entre autres, une recette de popsicle kiwi ananas qui est vraiment là, exceptionnelle. Donc, ça divertit les gens et on sait que tous se sont mis à la fabrication de pain ou de nouvelles recettes. Donc, on trouvait qu'on était un peu dans le crédit. Et bien entendu, on est à l'affût de toute l'information là, qui peut être possible pour faire bouger nos aînés. Plein de gens font des capsules. Le programme Vie Active, d'ailleurs, en a sorti là, qu'on a mis cette semaine. Donc, on est vraiment à l'affût pour tenter de diversifier là, à tous les niveaux ce qu'on peut offrir en frais d'activité là, à nos aînés. Puis vous, à la FADOC, c'est un organisme provincial, mais vous avez des chapitres, si on veut, qui sont plus locaux. Est-ce que vous avez des campagnes nationales et des campagnes locales? Oui, je vous dirais présentement, en période de confinement, on est plus au niveau de campagne nationale qu'on adapte au local, je vous dirais. Donc, on est 16 régions. Alors, on a, entre autres, là, commencé une campagne à la fin mars qui consistait en fait à appeler tous nos membres aînés de 70 ans et plus.
Donc, à l'heure où on se parle, on a plus de 100 000 aînés là, auxquels on a parlé. Et nous, au Centre du Québec, là, avec une de mes employées et son équipe de bénévoles, on a plus de 10 000 appels de fait auprès de nos gens de 70 ans et plus. L'objectif, en fait, de ces appels-là, c'est de s'assurer de prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils sont en sécurité, s'assurer qu'ils ont des ressources là pour leur venir en aide. Et si on sent la détresse, parce qu'on présentement, on sent beaucoup de détresse psychologique, là, la santé mentale là, commence à prendre une place importante dans cette période de confinement-là. Oui, puis il y a eu une campagne aussi qui a été un peu médiatisée, là, le Par la fenêtre. Vous aviez Marc Hervieux, entre autres, qui était porte-parole. Oui, effectivement, ça c'est une campagne là, qui vient tout juste de sortir il y a à peu près 2 semaines. Donc c'est en collaboration avec l'émission Salut Bonjour et Monsieur Marc Hervieux. Donc, le but de cette campagne-là est de passer un message d'amour à nos aînés. Et quand on a pris le par la fenêtre, c'est que dans tout ce qu'on voyait passer au niveau des aînés qui étaient en confinement, ben la fenêtre était très représentative parce qu'ils étaient soit sur leur galerie, soit dans une fenêtre pour faire des babayes à leurs petits-enfants, leurs enfants, ou profiter là, du visuel extérieur parce qu'on se souvient que c'était pas très chaud là, à ce moment-là. En effet. Alors, la fenêtre est vraiment là pour passer un message d'amour à ces gens-là qui ont accepté de se confiner et de respecter les règles au détriment de leur santé mentale. Donc, je pense qu'il y avait besoin là, de sentir du réconfort et de l'amour là, de la part de la population. Donc, à tous les vendredis, à Salut Bonjour, il y a des vidéos qui sont présentées là, de gens qui ont envoyé des messages d'amour. Est-ce que vous avez un message, vous, par exemple, à porter aux proches de ces aînés-là pour, je sais pas, pour les aider à briser l'isolement, un petit peu atténuer le sentiment de solitude? Ben, je vous dirais que les appels téléphoniques, je pense que ces gens-là ont besoin, comme tous, de parler et de se sentir appuyés là, par leurs proches. Tout ce qui est distanciation sociale est encore à respecter, mais les gens ont le droit présentement là, de rencontrer, pas des attroupements, mais un enfant pourrait aller rencontrer là, son parent et maintenir là, la distanciation sociale. Et ça, je pense que c'est très, très, très apprécié. Parce que je te dirais que ce qui a ressorti le plus au travers de nos appels téléphoniques, c'est que les aînés s'ennuyaient beaucoup de leurs petits-enfants. Ce qu'ils trouvaient le plus dur, là, c'était ceux qui avaient des petits-enfants, de ne pas être capable de les voir, de leur parler directement. Donc, c'est sûr que là, si on peut aller au bout du terrain pour leur faire un tata, ben, déjà, c'est rassurant. Et ça démontre là, de l'avancement. On peut aller marcher avec notre parent aussi. Là, on garde la distanciation sociale et c'est possible d'aller prendre une marche. Donc, il y a des petites activités qui reprennent leur cours et qui peuvent faire vraiment du bien au moral, surtout là, avec la belle température qui nous annonce cette semaine et dans la prochaine semaine. Ben oui, le temps clément est de retour, donc c'est le temps d'en profiter, là. Effectivement. Parfait. Ben merci beaucoup, Madame Bellecour. Bien, de rien, c'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée. Merci, vous pareillement. Bonjour, je suis ici présentement devant l'église de Saint-Louis-de-Blanford, en face de la rivière Bécancour. C'est ici qu'il y a eu lieu le premier meurtre recensé dans la région des Bois-Francs. C'est à la même époque comme la dernière capsule, c'est en 1825, lorsque Charles-Léon s'installait tranquillement ici à Saint-Louis-de-Blanford. Il circulait souvent entre Bécancour et Saint-Louis. Donc, et souvent, il y a beaucoup de gens qui circulaient dans les environs, dont des gens des Premières Nations qui venaient aussi, eux aussi à la chasse, selon les saisons de la chasse. Ils venaient à la pêche, à la chasse, ils repartaient dans différents endroits, ils circulaient beaucoup. Et à l'époque, un chasseur d'origine française, Antoine Dubuc, lui habitait à Saint-Pierre-les-Béquets. Et lui aussi, il venait souvent à la chasse. Il avait ici son camp de chasse sur le bord de la rivière, à Saint-Louis-de-Blanford. La paroisse n'existait pas officiellement, mais c'est un terrain vague, parce que les gens circulaient selon les saisons. Donc, il venait souvent à la chasse ici. Et il croisait des gens des Premières Nations qui, eux aussi, circulaient. Et l'un d'eux avait, en tout cas, ce qu'on raconte, c'est qu'il avait fait un peu des menaces à Antoine Dubuc. Et Dubuc s'en est pas trop occupé. Il a continué à venir à la chasse ici, à Saint-Louis, selon la saison.
Et en 1825, Charles Léon, qui venait dans le coin, croise deux Amérindiens, un dénommé François et un dénommé Sougraine. Puis il avait de l'air un petit peu bizarre, mais bon, il n'a pas fait trop de cas. Il a continué à faire sa route jusqu'à Saint-Louis. Et puis, il y en avait un troisième qui s'appelait Noël François, qui lui aussi circulait dans la région. Puis bon, donc il y en avait au moins 3 qui étaient comme reconnus pour venir souvent faire la chasse ici. Et lorsqu'ils ont trouvé évidemment le corps d'Antoine Dubuc, ben les soupçons se sont tournés vers les 3 Amérindiens. Et Alexandre et le Sougraine, personne ne les a vus. Ils ont complètement disparu de la map et ils n'ont jamais trouvé ces 2 gars-là. Mais ils ont trouvé le Noël François qui, lui, circulait encore dans le coin, puis à faire ses choses, faire sa chasse et sa pêche. Donc, évidemment, les autorités l'ont arrêté parce que c'était pratique. C'était un Indien qui leur tombait sous la main. Donc, ils l'ont arrêté. Ils ont fait un procès. En fin de compte, ils l'ont arrêté vers le mois d'avril. Son procès a eu lieu au mois de septembre 1825. Le procès a eu lieu à Trois-Rivières, parce qu'il n'y avait pas de palais de justice de ce côté-ci du fleuve Saint-Laurent. Donc, le procès a eu lieu à Trois-Rivières. Puis, le procès a duré moins de 5 jours. Donc, la justice a été, disons, assez expéditive. Lui a toujours clamé son innocence et ils n'ont jamais trouvé les 2 autres qui avaient potentiellement commis le meurtre. Donc, c'est lui qui a servi de tête de Turc. Puis, donc, c'est lui ils l'ont condamné à pendaison. Donc, 10 jours plus tard, après le début du procès, il a été pendu à Trois-Rivières devant à l'époque, les pendaisons étaient publiques. Donc, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient réunis pour assister à la pendaison de Noël François. On s'entend à l'époque que déjà, c'était un innocent qui avait été pendu. Et on en parle encore aujourd'hui, comme à Trois-Rivières. C'est un des procès célèbres qu'il y a eu, un des plus importants à cette époque-là comme procès. C'était le premier meurtre officiel, reconnu ou enregistré, recensé dans la région ici, en 1825. Merci d'avoir été là. Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos vidéos à l'adresse écrite ici-bas. À la semaine prochaine!